Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour votre présence pour cette troisième rencontre chercheurs professionnels organisée dans le cadre du programme prioritaire de recherche Cultiver, protéger autrement. Et donc, je suis Jérôme Engelbert, je suis directeur de recherche INRAE, je travaille à GQE Le Moulon, je suis généticien et je co-anime avec Aline Fugeret-Scarbel le projet Mobidiv, un des deux projets à l'honneur avec Succeed. Donc le titre de cette rencontre, c'est « Quelle semence pour une agriculture sans pesticides ?» Donc c'est un challenge un peu secoué par l'actualité, mais donc c'est au cœur du programme PPR-CPA, projeter l'agriculture à un horizon 2050 sans pesticides. Et dans les différents projets financés par cet appel d'offres, les projets Succeed et Mobidiv se concentrent sur le secteur des semences avec deux leviers. Un levier côté Succeed qui est de booster l'immunité des semences et donc pour pouvoir améliorer leur résistance aux maladies. Et puis dans Mobidiv, on s'intéresse à la diversification intraparcelle et à la génétique des mélanges. Alors l'objectif de cette journée, cette rencontre chercheurs professionnels, c'est de confronter nos travaux de recherche avec les pratiques et les connaissances des acteurs des filières. Donc c'est une journée d'échange. Vous avez vu dans le programme qu'on a des interventions assez courtes. Merci de respecter les timings. Et on a des temps d'échange après ces présentations-là et on a des pauses aussi assez conséquentes. Donc profitez-en pour échanger. Donc j'invite tout de suite Christian Huyghe à faire l'introduction de cette journée. Merci Christian de nous faire l'honneur de ta présence. Et donc Christian est directeur scientifique agriculture INRAE. Il est également président du conseil scientifique CTPS. Je vais dire une bêtise, comité technique permanente de la sélection, voilà. Et bien d'autres présidences. Mais donc tu es très impliqué dans le PPR-CPA et donc je te passe le micro, mais il ne faut pas que je te passe mon micro, on m'a dit. Donc merci Christian. Merci beaucoup Jérôme. Ouais, en fait j'ai quelques présidences, mais ça ne dit pas grand-chose ce genre de choses. Il y en a d'autres qui ont essayé moi président et ça n'a pas marché à tous les coups. Donc merci Jérôme pour l'introduction et pour la préparation de cette journée. Merci à Laure aussi. Merci à Myriam, que je n'ai pas vue. Je ne sais pas si elle est là. Myriam est là. Pour la préparation de ça, effectivement, comme vient de le dire Jérôme, c'est dans le cadre du PPR Cultiver et Protéger autrement, où il y a toute une série d'animations avec des chercheurs qui parlent aux chercheurs au niveau international, et des rencontres entre chercheurs et professionnels. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce site original à Paris, qui s'appelle aujourd'hui le Learning Planet Institute, qui avant s'appelait le CRI, et qui est en fait un lieu dédié en fait à l'innovation, mais à la conception innovante, comment on arrive à explorer des voies nouvelles en travaillant avec des gens d'horizons différents. Et je pense que typiquement cette journée s'inscrit absolument merveilleusement là-dedans. Alors il paraît que si j'appuie sur le bouton, ça doit marcher. En fait, on est dans un contexte, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est donc surtout pour ceux qui font partie des projets du PPR, ils connaissent, mais les autres, pas forcément ce que sont les dispositifs auxquels on s'adresse. En fait, il y a des projets financés dans le cadre du PIA, des plans d'investissement d'avenir, des programmes d'investissement d'avenir, où il y avait des PPR d'abord pour le 3, donc Programme prioritaire de recherche, qui est devenu PEPR, Programme et équipement prioritaire de recherche, dans lequel il y en a 2, agroécologie et numérique, et puis sélection végétale avancée, pour ne pas dire édition du génome, et qui s'inscrivent dans la stratégie d'accélération agriculture, qui fait partie des grands plans d'investissement, sur des TRL basses, c'est-à-dire à des niveaux de production de connaissances. Et c'est pour ça que dans ces projets-là, vous avez essentiellement des acteurs de la recherche, et puis à des niveaux de TRL de plus en plus élevés. Vous avez les grands défis, puis les projets de prématuration, puis les démonstrateurs territoriaux. L'objectif étant d'amener les connaissances, non pas de façon linéaire, parce que partout il y a des boucles, partout il y a des rencontres du style de celle d'aujourd'hui, mais les amener le plus vite possible aux utilisateurs de façon... Tout m'intéresse, mon ami. Ah, il y a le laser aussi. Le laser, c'est celui-là ?
Ouais, mais là-dessus, ça va pas, si, un petit peu. Ouais, mais si tu veux que je me déplace plus, faut le dire. Et donc, dans les objectifs du PPR, en fait, vous avez un certain nombre d'éléments ici avec des différents types de projets. Vous les verrez après, qui sont des projets soit ciblés, soit intégrés, c'est-à-dire couvrant une chaîne plus large, soit centrés autour de la prophylaxie et de l'épidémiosurveillance. Puisque le PPR, il s'appelle cultiver et protéger autrement, mais l'objectif étant de dire mais quelle recherche on fait pour avoir une agriculture zéro pesticide. Ça ne veut pas dire que c'est pas un scénario prescriptif. Personne n'a dit c'est ça que vous devez faire demain matin. C'est en fait en le posant de dire la recherche va à un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller naturellement, puisque quand on y va, on se fait enguirlander. C'est ce qu'on discutait dans la pause avant d'arriver. Mais si on n'y va pas, eh bien, il y a des fronts qu'on n'explore pas. Et c'est ça la question centrale des PEPR, c'est comment on force le fait d'aller à des endroits, des fronts de science qu'on ne connaît pas. Et donc ouvrir des fronts nouveaux. Voilà. Donc après, vous avez les montants budgétaires qui sont autour de ça, mais le budget relève pratiquement du détail dans cette histoire-là. Deuxième élément, la journée est organisée entre le PPR et le Carnot Plan to Pro. Les Carnots sont des dispositifs financés par l'État qui visent en fait à forcer le partenariat entre la recherche académique, les organismes professionnels, les acteurs économiques et au milieu les instituts techniques agricoles, avec des règles d'éligibilité qui sont parfois un peu compliquées, mais c'est vraiment forcer ce partenariat. Et parmi tous les Carnots, donc il y en a 39 au total qui vont couvrir absolument la totalité des champs de l'innovation et donc de l'activité économique. Il y en a un qui est dédié à la production végétale, qui s'appelle le Carnot Plan to Pro, dans lequel il y a tous les acteurs que vous voyez ici sur la droite, donc des acteurs économiques qui sont partenaires, vous avez des instituts techniques, vous avez des organismes de recherche, un CNRS, INRAE, puis des organismes de formation, AgroParisTech et l'Institut Agro. Et dans le Carnot Plan to Pro, il va couvrir 4 domaines. Les 3 des domaines sont exactement les mêmes que les domaines des PEPR, c'est-à-dire on va retrouver biocontrôle et biostimulation en lien avec le PPR cultivé, protégé autrement et le grand défi biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie. C'est la dimension sélection végétale en lien, encore une fois, en dialogue avec le PPR sélection végétale avancée. Agroécologie et numérique, là c'est exactement le même titre. Et puis un autre champ qui est le complément de celui-là, qui est l'évolution des systèmes de culture et donc les logiques rotationnelles, les logiques d'organisation des paysages qui sont pris à bord. Et ce Carnot Plan to Pro, il ne couvre pas toutes les filières parce qu'il y a des conditions d'éligibilité. Il va couvrir les filières grandes cultures, il va couvrir la vigne. Et donc les grandes cultures, c'est quelque chose qui va être très abordé aujourd'hui. Donc, cette journée, comme je disais, après le Carnot Plan to Pro, elle est portée par le PPR cultivé et protégé autrement, qui dure 6 ans. Donc on est à mi-parcours, 10 projets de recherche, vous verrez la liste après, pas mal de quelques millions d'euros sur la table. Des fonds de science, je l'ai dit, des approches multifilières, des approches multi-échelles, enfin bref, tout ce qu'il faut faire pour faire bien. Et puis, donc, je le disais au début, une animation scientifique. Dans le cadre de l'animation scientifique, il y a eu des colloques scientifiques. Il y en a tous les ans. Et il y a le truc à mi-parcours dont je parlerai juste après. Il y a eu des ouvrages. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ça l'ouvrage de référence. Il s'appelle Zéro pesticide parce qu'il fallait faire un titre court, mais dans lequel il y a en fait tout le paradigme qui fonde pourquoi on s'est posé ce genre de questions, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc aujourd'hui il est en français, mais si vous voulez vraiment l'avoir en anglais, il faudra attendre jusqu'au mois de novembre. La version anglaise va sortir à ce moment-là. Bon, vous pouvez lire en français aussi, hein, il n'y a aucun problème lié à ça. Alors, les 10 projets qui ont été retenus, vous les connaissez par cœur. Il y en a 2 en fait, qui sont mobilisés dans la préparation de cette journée. Non, il y en a qui ne les connaissent pas par cœur. Donc, mais bref, un certain nombre sont des projets intégrés et d'autres projets sont plus centrés sur une question particulière. Et 2 de ces projets sont au cœur de la constitution de la journée d'aujourd'hui. Donc, Mobidiv, qui est analyser les dynamiques de diversification intraparcellaire, étudier les interactions entre plantes. Donc en gros, comment l'augmentation de la diversité au sein d'un peuplement génère des services et comment on fait de la sélection pour ça. Donc c'est Jérôme qui en est le grand chef. Et puis Succide,
C'est sous un terme qui est très pudique, développer des solutions innovantes à la protection des semences, c'est de dire, mais tout compte fait, comment on peut utiliser le microbiote des semences pour faire quelque chose de nouveau et donc ouvrir un champ totalement neuf. Et donc, c'est Mathieu, où est-ce qu'il est? Il est là-bas, qui en est l'animateur. Et en fait, ces projets-là, ils ouvrent, quand je disais, c'est fait pour ouvrir des champs nouveaux. Avant ce projet-là, bon, même si Mathieu, il s'excitait déjà quand même malade sur ce sujet-là, mais tout compte fait, il n'y avait pas grand monde. Et voilà. Et donc, ça ouvre un champ totalement neuf, puisque jusqu'à ce qu'on mette ça, en fait, la semence et ce qu'il pouvait y avoir sur une semence, c'était plutôt une source de problème. La preuve, c'est qu'on avait tendance à les nettoyer et mettre un produit autour pour qu'il n'y ait pas grand-chose, quoi. Et en fait, de changer de paradigme en disant, mais tout compte fait, ça peut avoir un intérêt, ça change sacrément la donne. Idem pour Mobidiv avec la problématique de diversité intraparcellaire, où à l'exception des espèces fourragères, qui sont quand même des espèces absolument merveilleuses, où les variétés ont une diversité génétique intra très forte, pour les autres, on a systématiquement cherché à réduire la diversité fourragère. Ne rigolez pas, les espèces fourragères, c'est vraiment... Si vous n'avez pas fait un jour des travaux sur les espèces fourragères, vous avez raté quelque chose dans votre vie, en fait. Voilà, donc... tu n'aurais pas été généticien des espèces fourragères dans un passé... C'est un peu ça, oui. J'ai eu un maître, André Gallet, qui est là-bas tout à fait au fond, qui a fait des tas de choses sur ces espèces-là. Mais en fait, en gros, c'est les seuls où l'on a utilisé la diversité intravariétale comme étant une source de service. Parfois en la subissant, après en la choisissant. Et là, en fait, on est en train de changer la logique de ça en disant, mais tout compte fait, dans un couvert, si je choisis la diversité, qu'est-ce que ça apporte comme service? Et comment je fais ça? Et c'est pour ça qu'autour de ces sujets-là, il y a vraiment un champ de discussion avec les professionnels. Comment on anticipe, comment les professionnels, les entreprises de sélection, les entreprises semencières abordent dès aujourd'hui ces aspects-là. Comment, pour les solutions innovantes de Mathieu, il aura aussi besoin d'avoir des produits de biocontrôle, une réflexion sur le microbiote des semences qui permet d'apporter des services. Et l'objectif de ces journées, c'est vraiment ça. Alors, je disais, il y a ces rencontres, je sais que je suis en train de déborder, donc je me dépêche. Il y a les journées rencontres chercheurs professionnels, et puis il y a des journées de sciences, purement entre scientifiques, mais où vous êtes aussi les bienvenus, qui vont se dérouler le 14 et le 15 novembre 2024 dans un cinéma, le Pâté Beaugrenelle, sur 2 jours. Un jour, le 13, en langue anglaise, avec une communauté scientifique ouverte, le conseil scientifique du dispositif. Et le deuxième jour en français, ça va pas être, chaque jour ne va pas être la traduction du précédent. Le programme est à venir. Si vous êtes impatient, vous demandez à Myriam et elle va vous envoyer tous les éléments très rapidement. Et donc les inscriptions vont arriver bientôt. Donc réserver ces journées-là, je pense que ça va vraiment valoir la peine. Et donc les rencontres, je l'ai déjà dit, elles sont comme objectif de favoriser le dialogue. J'espère que vous êtes maintenant convaincus de ces rencontres chercheurs professionnels. Il y en a eu sur les grandes cultures, il y en a eu sur la viticulture, il y en a eu sur l'arbo. Et aujourd'hui, c'est sur la dimension semence. La dimension semence qui est à la fois une transmission verticale du gène et une transmission horizontale liée en fait à l'endroit où elle a été produite. Et donc, l'objectif de ces journées, c'est de s'interroger là-dessus et de repenser ça. Et donc, vous avez un programme extrêmement riche avec les introductions qui sont bientôt finies. Et puis ensuite, il va y avoir, comme le disait Jérôme, des temps de présentation relativement courts, beaucoup de discussions. L'objectif étant en fait de s'interpeller les uns les autres et de faire émerger des réflexions nouvelles, de partager. Et partager, c'est aussi des formes d'interrogation. Donc voilà, et la conclusion générale sera faite par Jean-Marc Bournigal, directeur général de CEMEI, donc l'interprofession des semences, qui est vraiment passionné par ce qui se passe dans ce PPR et par les transitions qui sont derrière ça. Dernier mot autour de la question des problématiques de rechercher une agriculture de demain utilisant peu ou pas de produits phyto de synthèse. Elle n'est pas là pour embêter le monde. Elle est là pour 2 raisons. Le premier, c'est que la protection des cultures, elle est obligatoire. La chimie n'étant qu'un levier pour y arriver, mais la protection des cultures est obligatoire. Et donc, ça c'est le premier point. La chimie n'a été qu'une utilisation temporaire, qui est aujourd'hui confrontée à 3 difficultés majeures. Le premier, c'est la découverte, mais pas beaucoup, pour lequel il n'y a pas beaucoup d'incertitude, que la pression
sur la santé humaine que la pression sur l'environnement est trop forte. Pression sur l'environnement, on ne va pas parler de la santé humaine, mais encore qu'il y a pas mal d'éléments nouveaux là-dessus, mais sur la pression sur l'environnement que vous pouvez documenter par l'abondance des insectes. Il y a un article qui avait été publié par Kaspar Holman en 2017, qui était le premier papier qui mettait vraiment ça en avant et montrant sur un milieu extrême, enfin une base extrêmement standard en Allemagne, que sur une période de 36 ans, ils avaient perdu, de 27 ans, pardon, ils avaient perdu 75% de la biomasse d'insectes. Et ce travail-là, il a été continué, la poursuite, en se focalisant sur une zone particulière de l'Allemagne, qui est la zone de grande culture. Enfin, ce n'est pas un lieu, hein, c'est une grande zone. Est publié fin 2023, montre qu'en fait, c'est 95% des insectes qu'on a maintenant perdus dans cette zone-là. Donc, ce n'est pas bon signe. Et ça veut dire qu'en fait, en faisant ça, on a perdu toutes les régulations qui sont associées. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, quand on utilise des phytos, eh ben, le vivant n'a qu'une envie, c'est de survivre. Et donc, il trouve des moyens de contourner, il fait apparaître des résistances, de la même façon que quand on fait des variétés résistantes, elles sont une fois de temps en temps contournées. Et ça, c'est une vraie question en fait, pour les autres options qu'on doit faire émerger. Comment on fait émerger des options qui n'induisent pas de résistance? Et en fait, ça veut dire qu'on passe d'un système où on tue à un système où on régule. Si vous gardez une population en dessous d'un seuil de nuisibilité, elle a peu de chances de faire le tour. Et c'est un changement absolument total. Puis la troisième raison pour laquelle il faut bouger, c'est qu'en fait, si on ne fait rien, la source de produits dans le pipeline, elle s'effondre. On n'a pas les chiffres ici, mais si vous regardez le nombre de dossiers déposés dans toutes les agences qui font de l'homologation de produits, il n'y en a plus. Pour une raison très simple, en fait, c'est que pour tuer quelqu'un, il faut une cible. Enfin, tuer un organisme, il faut une cible. Il faut que métaboliquement, vous tapiez dessus. Et au bout d'un certain temps, des cibles, il n'y en a plus. C'est ça le problème de fond, en fait. Et donc, pour ces trois raisons-là, et parce qu'il faut assurer la protection des cultures, il faut se sortir les mains des poches et il faut faire des choses différentes, d'où l'obligation d'explorer des fonds de recherche. Voilà, c'est ça la raison. Bon, excusez-moi, je me suis lâché, mais parce qu'en fait, ce qui est fait dans ce PPR est remarquable, et ce qui est fait par les chercheurs est absolument remarquable, sur des projets biotechniques, sur des projets intégrés, et même un projet qui fait de l'économie et des sciences économiques. On a même réussi à avoir des économistes à bord. Ça, c'est un clin d'œil à Stéphane. Et vraiment, c'est un mouvement qui est extrêmement remarquable et remarqué aussi à l'international, puisqu'en même temps qu'on fait ça, on a créé une alliance européenne de recherche autour du même sujet, où aujourd'hui on a 37 organismes européens de 21 pays différents qui travaillent sur ce sujet-là. Et là aussi, pour le lien aux professionnels, c'est une source absolument remarquable. Bon voilà, je m'arrête là et je passe la parole à... Jérôme, je te rends la parole. Merci voilà. Christian. Merci beaucoup.